Il y avait de très gros intérêts impliqués au Congo, et les intérêts économiques n'étaient pas des moindres, car le pays, et en particulier le Katanga, était très riche en minerais. Le Katanga produisait la majorité du cobalt au monde, 10% du cuivre, et beaucoup d'autres minerais, y compris de l'uranium, utilisés dans les programmes d'armes nucléaires de l'Occident. Et pour ces raisons, l'Ouest était très attentif à maintenir l'ordre établi au Congo, de sorte que les sociétés occidentales puissent continuer à extraire des minerais et s'assurer que ces minerais ne se retrouvent pas dans les mains du bloc de l'Est. À ce moment-là, Hammarskjöld subissait de très fortes pressions de l'Ouest, et en particulier de la Grande-Bretagne qui avait pris l'initiative. En effet, la Grande-Bretagne s'inquiétait des conséquences de l'action de l'ONU au Katanga, craignant qu'elle n'entraîne un bouleversement de l'ordre établi, qui avait jusque-là été préservé dans la région. Elle a donc envoyé au Congo un ministre du gouvernement, le marquis de Lansdowne, pour faire pression sur Hammarskjöld, pour négocier un cessez-le-feu et l'avertir que s'il ne le faisait pas, la Grande-Bretagne envisagerait le retrait de son appui politique et financier à l'opération de l'ONU. Et la Grande-Bretagne avait également instamment demandé aux États-Unis, avec succès, qu'ils agissent auprès du secrétaire général dans le même sens. Une situation très compliquée. D'une part, il y avait la tension croissante entre les protagonistes de la guerre froide, il y avait la crise de Cuba, la crise de Berlin, une rencontre au sommet avait échoué, l'avion espion U-2 venait d'être abattu et l'élection présidentielle américaine créait des incertitudes. D'autre part, Hammarskjöld était très impliqué en Afrique. Il avait visité l'Afrique. Il avait le sentiment fort que l'Afrique commençait à bouger, qu'il y avait un intérêt impérieux de créer des États forts pour le bien-être des sociétés, afin de remédier à certaines des conséquences de la colonisation dont l'Afrique avait été la victime pendant plusieurs centaines d'années. Il y avait aussi les intérêts miniers, car le Congo était riche d'une variété de ressources naturelles. Et pour cette raison, le Congo était au centre des intérêts en Afrique. Qu'allait-il se passer au Congo? Cela pouvait-il créer un précédent pour ce qui pourrait arriver dans de nombreuses autres régions de l'Afrique? Il voulait donc mettre les Nations Unies en phase avec les aspirations des Africains pour éviter que l'Afrique ne devienne un champ de bataille de la guerre froide, éviter qu'elle ne devienne victime de l'interventionnisme colonial occidental et éviter qu'elle ne soit exposée aux confrontations tribales qui pourraient mettre en danger les États dans leur ensemble. I mean, I don't recollect any proved instance of telling lies, for example. On the contrary, he was an embarrassingly honest man, as I think Mr. O'Brien should know himself. I think that the notion, which, as I say, it's perfectly all right for the theatre, that a person who has been elected twice to that enormous responsibility is some kind of neurotic, messianic freak and hadn't been found out in nearly 10 years is also the purest nonsense. I don't think it's true. I think that Hammarskjöld was an extremely serious, very highly responsible, very honorable man who got caught up in a series of situations where you literally couldn't win. And he did his best by his own lights and his own principles to do what he could. And I must say that I think the notion, for example, that he sacrificed either himself or Lumumba is really not the way people are. On February the 20th, Hammarskjöld informed the Security Council of the murder of 6 political supporters of Lumumba. I bring this news to the knowledge of the Council with revolt and shock. My words in the letter to Mr. Kasavubu indicate my reaction. But in the light of what has now been brought out, I would use much stronger language. It should be inconceivable to flout in this way basic values upheld by the organization. It is, Mr. President, for the Council to judge how this latest development, following the assassination of Mr. Lumumba and others,
should influence the United Nations actions in relation to the Congo and the various groups in the Congo. The position of the Soviet Union is as follows. The termination within 1 month of the so-called United Nations operation in the Congo. The removal of Hammarskjöld from the post of Secretary General as an accomplice and organizer of the slaughter of the leading statesmen of the Republic of the Congo. The UN peacekeeping force and Hammarskjöld were getting into deeper trouble in Katanga. Pro-Chombe propaganda in Europe presented the UN as an aggressive and disturbing influence, causing the troubles they were meant to prevent. There were demonstrations against the UN at Elizabethville Airport. A tougher resolution had been passed in New York, but it wasn't clear how it was to be carried out. Britain and other Western powers said the UN should restore order and leave it at that. The Afro-Asian countries wanted immediate, drastic action against Katanga. Everyone played their own political games. Hammarskjöld was caught in the middle. Looking for a special representative in Katanga who would satisfy Western and African opinion, Hammarskjöld chose an Irish diplomat and writer, Conor Cruise O'Brien. O'Brien's brief was to remove foreign elements who were upholding the Katanga secession, the political advisers and Belgian officers. In the last resort, he had the authority to use force to prevent civil war. At first, O'Brien was successful. Foreign officers were expelled. Chombe cooperated. Hammarskjöld sent his congratulations. But as fast as the officers were expelled, white mercenaries were recruited, in theory for the protection of the white population. In practice, most of them were engaged in inter-tribal warfare in the north of Katanga. The pressures on Chombe became, instead of single, multiple, because as the Belgian government wished, on the whole, to withdraw from the embarrassing association with Katanga, if it could, different elements were brought in, almost certainly not as a result of Chombe's own initiative. That is to say, the French fascist officers who were there in my time, and whom General de Gaulle was unloading from Algeria in order to get these dangerous elements away from him as he moved towards peace in Algeria. Central Africa paid the price, and those people being unloaded. And they were pressure, and officers of the, especially parachute officers, and a number of people also from Rhodesia and South Africa. And they were, well, everybody knows about mercenaries, I don't need to go into that. But they were, let's say, a very disturbing element. O'Brien had also to persuade Chombe to abandon his mercenary activities and discuss reconciliation with the legal government which had at last been formed in Leopoldville. But the Western attitude towards the UN operation in Katanga was turning from lukewarm support to open hostility. The UN had to act fast. It was in danger of slipping into direct conflict with Katanga. Chombe must somehow be held. The idea was to get Mr. Chombe, if possible, to cooperate with the United Nations as provincial president, and that he would maintain his provincial authority. As I understand it, Monsieur, from your account, Monsieur Fabry, the legal advisor, gave you a number of warrants for arrest signed by the President of the central government and countersigned. Not by the President, by the head of the parquet, that's roughly speaking the equivalent of the Attorney General's office in Leopoldville. These were mandats d'amener, which are roughly the French equivalent of warrants for arrest. Did those warrants for arrest include one for Mr. Chombe? They did, but this was only to be used if Mr. Chombe were unwilling to cooperate.
The UN plan, sent to O'Brien from Leopoldville, was to detain Tshombe and take control of the radio station and other strategic points in Elizabethville. O'Brien started the UN operation at once, but it all went wrong, and fighting broke out between Katangese and UN troops. Tshombe had completely disappeared. With the cooperation of the British, he'd been spirited across the border into northern Rhodesia. The last chance open to Hammarskjöld was to stake his whole career on a personal appeal to Tshombe. He did not know, as he planned to fly to the Congo, that the UN force on the spot had tried and failed to pull off a quick military solution in Katanga. The United Nations organization, when they came here, they told us that we have come here in order to bring peace and organization. But in peace and organization, they brought war. And that war made our people, or my father and mothers, to be in dangers. What I want is towards all the UNO to go to their country. What do you consider this country to be, Katanga or Congo? It should be Katanga only. We don't want Congo. We want Katanga only. Trust in his impartiality. That had been Hammarskjöld's weapon. Now it was being called in question. He arrived in Leopoldville to meet a newly formed central government. In Katanga, the fighting continued. At the radio station, the UN asked the Katangese guards by loudspeaker to leave, promising them they would not be disarmed. The guards refused. There was a bloody battle in which 24 Katangese and 1 Swedish officer were killed. When I visited the radio station a few days later, it still bore the bitter traces of the short battle. Delicate instruments smashed, trails of blood all over the floor where 1 soldier had evidently crawled in to die. And the smell rising from the shallow mass grave of the Katangese and the Swede, just outside at the back. Rien d'inhabituel au moment du départ. Nous bavardions en attendant sur la piste. Nous commentions le fait que la veille, l'avion avait essuyé des tirs sans qu'apparemment le fuselage n'ait subi de sérieux dommages. Nous nous demandions s'il fallait croire les rumeurs accusant des mercenaires blancs d'être derrière ces coups de feu. Parce qu'il y avait, au service de Tshombe, une racaille internationale payée pour rendre la vie aussi difficile que possible au personnel de l'ONU et probablement nous chasser du Congo. Nous sommes entrés dans l'avion, nous nous sommes assis et nous étions prêts pour le décollage, quand il m'a soudainement dit « Vous savez, je me demande s'il est sage que nous partions tous les deux au moment où le gouvernement central au Congo est si vacillant. Il ne restera pas un d'entre nous pour contrôler ce qui arrive dans la capitale pendant notre absence. » Donc j'ai dit « Je reste avec plaisir » parce que je connaissais bien Tshombe et j'avais été contre cette mission dès le début. Je pensais que nous ne devions pas lui faire confiance, ni à lui, ni à ses conseillers occultes. Donc je suis descendu de l'avion et Hammarskjöld m'a aimablement accompagné. Nous sommes restés debout à parler encore quelques minutes, et puis il a disparu dans l'appareil. Ce n'est que le lendemain que j'ai réalisé qu'en agissant ainsi, il m'avait sauvé la vie. Hammarskjöld set off to bargain with Tshombe at Ndola, inside the Rhodesian border. O'Brien offered to join the flight, but Hammarskjöld said he wanted to meet Tshombe alone.
Ils avaient respecté le silence radio, à l'exception de quelques courts messages avec la tour de Salisbury et la tour de Ndola un peu plus tard. Il y avait une crainte réelle d'attaque aérienne par un petit avion à réaction, un Fouga Magister basé au Katanga, qui avait déjà causé quelques ennuis à l'ONU. Le capitaine avait donc évité les territoires du Congo et du Katanga au lieu de voler directement de Léopoldville à Ndola. Dag Hammarskjöld n'était pas dans une position très sûre pendant ce vol. L'ONU n'avait aucun appui aérien au Congo à cette époque. Le chasseur à réaction éthiopien de l'ONU, qui devait l'escorter, n'avait pas obtenu le droit de survoler les territoires voisins. Hammarskjöld avait demandé à Londres l'autorisation de survol pour l'avion de chasse qu'il espérait obtenir de l'Éthiopie dans le cadre de l'opération de l'ONU au Congo. Cette nécessité était dictée par le fait que les forces katangaises avaient au moins un avion de chasse, un Fouga, qui causait de graves ennuis à l'ONU. Et donc Hammarskjöld voulait avoir son propre avion de chasse. Malheureusement, c'était exactement dans la période où Londres était en conflit avec Hammarskjöld sur ce qui se passait au Katanga, et la réponse avait pris du retard. Finalement, la Grande-Bretagne avait consenti à accorder les droits de survol demandés et transmis sa décision à New York. Mais à ce moment-là, Hammarskjöld était déjà mort. C'était un vol de 6 à 7 heures. À minuit 10, le capitaine Almqvist avait annoncé qu'il survolait Ndola et amorçait la descente. À l'aéroport, Hammarskjöld était attendu par un comité d'accueil composé de la presse internationale, de Lord Alport, le haut-commissaire britannique en Rhodésie, et de Moïse Tshombe, le chef rebelle. On avait vu l'avion au-dessus de la tour et puis il n'avait pas atterri. Lord Alport, le haut-commissaire britannique en Rhodésie, en avait conclu que M. Hammarskjöld était probablement parti quelque part ailleurs. Et le directeur de l'aéroport avait simplement fermé l'aéroport et était allé se coucher. September the 18th, 1961. 15 hours after it had crashed, the wreckage of Dag Hammarskjöld's aircraft was found on the border of the Congo and northern Rhodesia. The only survivor of the crash said in hospital before he died, there was a bang, a flash. Hammarskjöld said, "Turn back, turn back." His aircraft had come in too low over some trees about 9 miles from the airport. The plane had cut a long sway through the wood before its fuel tank burst into flame. The crash came at a desperate moment in Hammarskjöld's career and showed the fragility of his endeavours. In his life, he had often thought about death and sacrifice. Do not seek death. Death will find you. But seek the road which makes death a fulfillment.